Spoiler alerte, si Jeff Bezos utilisait mon logiciel de gestion de stock, il dirait très certainement que c'est une merde sans nom. Et j'irais même plus loin en disant que s'il l'utilisait avec Amazon, ce serait une catastrophe. Mais alors pourquoi j'ai codé cette merde? Et surtout pourquoi, croyez-le ou non, mon client était quand même ravi? Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, je vous ferai une petite démo. Pour vous expliquer tout ça, il faut d'abord comprendre comment ça fonctionne un vrai logiciel de gestion de stock. En réalité, le but premier, c'est surtout d'éviter de se faire voler. Par exemple, si j'ai commandé 1000 iPhones et qu'après en avoir vendu 700, je me rends compte que je n'ai plus de stock. Il s'est passé quelque chose d'étrange, des iPhones ont disparu. Oh, comme c'est bizarre! Est-ce que l'entrepôt a été cambriolé? Ou Apple aurait menti sur les quantités d'iPhone envoyées? Ou bien le livreur en a conservé une partie? Ou encore, un employé s'est tout simplement servi dans le stock de l'entreprise? On ne sait pas. Vous l'aurez compris, le but d'une solution de gestion d'inventaire, c'est pas tant de savoir combien de stocks réels il y a vraiment dans mon entrepôt, que de tracer chaque étape par lesquelles est passé mon produit, de l'arrivée au départ des commandes et donc de savoir qui allait se servir dedans. Qui plus est, sur le nombre d'employés, de fournisseurs, de livreurs, etc. d'Amazon, il doit vraiment y avoir un paquet de contrôles partout. Mais c'est pas tout, parce que ce type de logiciel doit aussi gérer des références, un stock prévisionnel et même des prix. Pour les références, évidemment, chaque produit variant de l'idée c'est de se catégorie envoyer. Bref, c'est un système extrêmement complexe. Et moi j'arrive tout confiant, j'ai jamais codé une application de ma vie et c'est à ça que je m'attaque. En vrai, j'ai un peu triché et vous allez comprendre, mais on est parti pour l'histoire de mes débuts avec le code. Pour commencer, un peu de contexte. On est en janvier 2022, je suis au lycée en terminale, et même si mon entreprise a été créée au 1er avril 2020, en fait, je n'ai concrètement pas fait grand chose. J'ai bien fait une ou deux vidéos, des tout petits projets qui me permettaient d'avoir un petit peu d'argent de poche, et c'est toujours resté assez loin du code. J'avais juste fait un petit peu de Scratch au collège, et un tout petit peu d'HTML parce que je faisais des sites internet avec WordPress, et j'aimais bien faire ça. Un jour, j'étais vraiment décidé à trouver des clients et je me suis du coup inscrit sur un site payant qui me permettait en fait de trouver des prospects, des gens qui pouvaient être intéressés par mes services. Mais du coup, je proposais mes services en montage vidéo, en prestation de tournage et aussi en informatique, dans tout ce qui est maintenance, formation, etc. J'avais notamment coché une option qui était aide en informatique pour les seniors. Et c'est grâce à ça que j'avais rencontré quelqu'un qu'on va appeler Henri et qui était en fait un commercial pour une entreprise qui vendait des panneaux solaires. Et ça s'est tellement bien passé avec Henri, puisque je l'aidais et puis qu'il me considérait un petit peu comme un petit génie de l'informatique, étant donné que j'étais jeune, etc. Qui m'a présenté du coup au patron de l'entreprise parce que il avait besoin, lui, d'un logiciel, justement, vous le venez venir, de gestion de stock. Donc du coup, il savait que j'étais à l'aise en informatique et ils m'ont dit « Est-ce que tu pourrais nous faire une application pour gérer nos stocks ?» Et je leur ai dit oui, alors que non, j'ai jamais fait une application, c'était vraiment suicidaire ce que j'ai fait, alors que bon, en vrai après coup, c'était pas une mauvaise idée parce que j'ai appris énormément de choses et c'est comme ça que j'ai découvert le code et j'adore ça maintenant. Mais sur le coup, c'était un petit peu fou, mais bon, je l'ai fait, il fallait vraiment que j'assume ce que j'avais dit, du coup je me suis mis au travail. Là on parle pas du tout d'une solution de gestion de stock comme je viens d'en parler juste avant, et c'est pour ça que je vous dis que j'ai un petit peu triché. On parle juste d'une application sur un téléphone qui permet de scanner des QR codes, alors un QR code ou un code barre bien sûr, et donc du coup quand on scanne un produit, on peut soit ajouter, soit retirer une quantité, et quand le produit n'est pas encore dans la base de données, ça nous propose de l'ajouter, donc on peut mettre un nom, etc. Donc c'est vraiment quelque chose d'extrêmement simple, hein. Un QR code, des codes barres, et juste une base de données avec juste un seul tableau dedans, dans lequel il y avait à chaque fois la référence, le nom du produit et la quantité. C'était vraiment tout simple, un truc vraiment basique, mais c'était a priori de ça dont ils avaient besoin, et ça tombe bien parce que pour un premier projet, c'est vraiment parfait, c'est un truc, c'est pas compliqué à faire, pas beaucoup plus qu'une to-do list. Par contre, c'est quand même un outil qui pouvait être cool, qui pouvait leur servir, donc moi j'étais trop content et c'est ça que je me suis mis à faire. Du coup, j'ai appris sur le tas, j'ai découvert un petit peu Flutter. C'est un framework qui permet de créer des applications avec le langage Dart, qui est un langage qui a été créé par Google pour remplacer JavaScript, mais ça ne s'est jamais fait, donc potentiellement il est un peu mieux, il est typé. Mais l'avantage en gros que j'avais trouvé à Flutter, c'est que ça permettait de faire à la fois une application iOS, Android, web et toutes les plateformes qu'on veut, avec juste une fois à écrire le code. Surtout qu'il y a pas mal de modules et tout, c'est vraiment un environnement qui est sympa, qui est pas mal pour créer des applications. Alors maintenant je suis plus dans le web, donc avec Svelte, avec React, etc. Mais c'était quand même un truc vraiment bien. Je dirais pas non si je devais encore l'utiliser aujourd'hui, c'était pas du tout pareil. Et puis franchement c'était ma première application, donc du coup avec l'expérience que j'ai acquise maintenant, certainement que je l'utiliserai beaucoup mieux que comment je l'utilisais à l'époque. Mais enfin voilà, c'est comme ça que je me suis débrouillé pour faire l'application. Donc en quelques semaines,
en regardant des petites formations. Il y en avait une notamment sur Udemy qui était vraiment pas terrible, mais qui m'a permis d'apprendre vraiment les bases des bases. Et finalement, j'ai commencé à réussir à avoir un résultat intéressant. Donc j'avais mis Firebase, je m'étais fait une petite base de données. Il y avait même pas d'authentification, donc voilà, c'était un peu la cata. Et puis la distribution, donc ils avaient des iPhones, donc j'avais fait ça en ad hoc pour ceux qui connaissent. Ça permet en gros de faire une distribution dans une entreprise où on ne déploie l'application que pour certains appareils, elle est pas sur les stores, donc voilà, c'était comme ça que ça marchait. Et donc voilà, malgré le fait que c'était un truc assez simple, c'était à peu près ce qu'ils voulaient, donc ils étaient contents, et moi aussi. Et c'est pour ça qu'en fait, ils m'ont carrément demandé de faire un gros logiciel pour gérer toute l'entreprise, donc toute la relation avec les clients, donc les stocks forcément que je gérais déjà, etc. Et potentiellement faire les devis aussi. Donc on appelait ça le CRM, c'est Customer Relationship Management, donc c'est un logiciel qui sert à gérer la relation client. Mais bon, on allait potentiellement un peu plus loin que ce qui était prévu à la base. Et du coup, ça avait plus trop de sens de faire une application native, donc avec Flutter pour les applis mobiles, etc. Puisque j'avais besoin de faire une application web pour que ce soit une application qu'on puisse lancer sur l'ordi juste en se connectant à une adresse. On met son identifiant, son mot de passe et tout le monde peut accéder au logiciel, c'était le but. C'est à ce moment-là que j'ai appris React, parce que quand on regarde les frameworks pour le web, comment on fait pour faire des applications sur le web, ce qui ressort partout, c'est React et Next.js, donc c'est vraiment le truc le plus utilisé, le plus connu, et donc du coup, comme tout le monde, j'ai fait ce que tout le monde faisait, utiliser React, donc j'ai appris avec des vidéos, des petites formations, et j'ai fini par maîtriser et par avoir un système qui leur convenait. Mais parallèlement à ça, moi je regardais des petites vidéos un peu business, et il y avait un business dont les gens ils parlaient beaucoup et ils disaient ouais ça c'est vraiment super, mais le gros problème c'est qu'il faut savoir coder, et pour coder c'est compliqué, donc du coup quasiment personne peut le lancer, donc c'est pour ça que c'est un super business. Si on se lance dans la création d'un SaaS, donc un logiciel à abonnement, il y a des chances qu'on n'ait pas beaucoup de concurrents parce que tout le monde ne sait pas coder. Alors oui mais non, maintenant avec l'IA c'est quand même plus facile, même pour un débutant, faire une application toute simple, il est capable de le faire avec l'IA. Il y a toujours besoin de développeurs parce que c'est compliqué de débugger ce que fait l'IA, donc pour régler les problèmes, et même il faut une certaine expérience pour pas faire certaines conneries comme négliger la structure ou faire des choses qui ne seraient pas évolutives par la suite. Mais voilà, du coup je me dis moi il faut absolument que j'ai mon SaaS, et ça tombe bien parce que mon logiciel de gestion de stock que j'ai créé, je me dis qu'il peut intéresser quand même pas mal d'entreprises. S'il intéressait celle-là, je vois pas pourquoi il intéresserait pas d'autres entreprises. Du coup en quelques mois, en parallèle que je développais le gros logiciel pour l'entreprise, j'ai créé avec React une version SaaS de mon logiciel, donc qui permettait d'avoir un site internet, un système de paiement, gérer des utilisateurs, ajouter des alertes, enfin bref, j'avais amélioré la chose, et donc du coup on avait une interface web qui était toute faite en React et le back-end qui était fait avec Next.js, et puis derrière on avait l'application mobile qui était toujours en Flutter, qui était installée sur les iPhones, donc j'avais mis ce coup-ci sur les stores, donc Play Store et Apple Store, et donc j'étais super content, j'avais réussi à faire un site qui me semblait propre, enfin tout était plutôt bien, il restait plus qu'à vendre le logiciel et j'allais devenir riche et célèbre. Peut-être pas célèbre, mais peut-être riche. Sauf que j'imagine que vous en doutez, c'est pas tout à fait ce qui s'est passé. Pourtant, j'avais réfléchi beaucoup et j'avais trouvé des idées pour trouver des clients, énormément de clients. Je savais comment faire parce que j'avais un plan précis, béton, que j'avais juste à suivre et ça allait fonctionner. Bon, finalement, il s'est avéré que mon plan précis et béton était un petit peu bancal au final et qui n'a pas marché. Mon idée, c'était la base de données RGE. Vous connaissez certainement pas, mais c'est une certification que passent les installateurs pour être reconnus par l'État. Et donc, ça permet aux gens, quand ils veulent installer des panneaux solaires, de vérifier que c'est pas une arnaque, que l'entreprise est bien certifiée, que c'est une bonne entreprise qui travaille bien, etc. Ce qui est fantastique avec l'État français, c'est qu'il y a plein de données qui sont publiques et c'est notamment fait pour les développeurs qui veulent s'amuser à les utiliser dans leurs applications. Et en l'occurrence, la base de données RGE, donc avec les adresses mail, les numéros de téléphone et toutes les informations de toutes les entreprises qui sont à peu près sérieuses dans le domaine des panneaux solaires, elle est disponible publiquement, on peut la télécharger et faire ce qu'on veut avec. Donc RGE, il y a plusieurs catégories dedans, je crois qu'il y a aussi la rénovation énergétique dans tout ce qui est isolation et tout ce qui est pompe à chaleur, donc chauffage. Mais du coup, j'avais réussi à sélectionner, j'ai extrait une liste de 20 000 entreprises potentielles qui pouvaient être intéressées par mon logiciel. Quand même une mine d'or d'avoir ces 20 000 entreprises et j'étais vraiment trop content de moi, je me suis dit mais ça va marcher, c'est obligé, c'est sûr. En plus pour moi la cible elle est parfaite parce que c'est le genre d'entreprise qui n'a pas forcément besoin justement d'une grosse solution de gestion de stock complexe qui gère le e-commerce, etc. Et ça me semble compliqué à mettre en place pour ce genre d'entreprise.
l'entreprise parce que, enfin voilà, c'est un vrai investissement. Ça coûte cher ce genre de solution. Il faut se faire accompagner parce qu'on peut pas le faire tout seul, c'est beaucoup trop compliqué. Pour moi, il y avait une cible. Enfin, déjà, à l'époque, je connaissais pas non plus. D'ailleurs, les autres solutions, je me disais, c'est fait pour le e-commerce, c'est pas pour les artisans, donc ça sert à rien, c'est pourri, c'est pas ce qu'ils veulent. Et c'est là que je me suis pris un mur. En fait, le cold email, donc l'email à froid, envoyer des emails à des entreprises comme ça, non seulement ça marche pas, mais en plus c'est super dur. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'étais allé hyper loin dans mon délire, notamment en mettant en place un serveur d'envoi d'email. Donc j'avais mis en place moi-même des systèmes sur un VPS, donc un serveur privé virtuel. Et donc ça me permettait de gérer moi-même mon adresse IP, de passer tous les anti-spam en optimisant tout, en utilisant le service qui s'appelle Mail Tester, en optimisant chacun des paramètres qui me permettaient d'avoir un score de délivrabilité de 10 sur 10. Et puis j'avais fait même un système qui me permettait de traquer les clics sur les liens, les ouvertures, les rebonds, les réceptions, etc. Bref, j'avais tout fait à la main en custom et j'avais même pas utilisé un service d'envoi de mail, j'étais complètement taré. Il y avait du bon dans ce que j'avais fait, le fait d'avoir fait mon propre serveur d'envoi de mail, c'était pas forcément bête parce que ça me permettait d'envoyer quand même des quantités importantes sans me faire griller comme un spam, mais voilà, c'était pas non plus parfaitement bien fait et la preuve en est que j'ai envoyé donc 3000 mails à environ 1000 entreprises, donc un mail par jour pendant 3 jours avec 2 jours d'écart entre chaque, je crois. Et puis, ce que je vous ai pas dit, c'est que j'avais fait même un système d'A/B test, c'est-à-dire j'ai envoyé 3 mails en même temps à plein d'entreprises différentes qui étaient différents les uns des autres et ça me permettait de savoir quel mail performait le plus et quel style de ton je devais emprunter. Mais voilà, après du coup 3000 mails envoyés à plus de 1000 entreprises, j'ai eu 0 résultat, pas même une seule inscription à l'essai gratuit, qui est quand même gratuit et qui ne nécessite pas de mettre de carte bancaire, donc rien du tout. C'était hyper décevant. Voilà, je me suis dit que en fait non, ça allait pas marcher. Déjà peut-être que ma méthode pour trouver les clients était pas bonne et ensuite je me dis peut-être que mon logiciel en fait il intéresse personne parce que sinon il y en aurait quand même une qui aurait au moins pris un essai gratuit quoi. La vérité c'est que le cold mailing c'est vraiment très très dur et que très peu d'entreprises en fait lisent les mails qu'ils reçoivent à partir du moment où ils la catégorisent dans leur tête comme une pub. Il faut vraiment être très très bon et c'est pas du tout une discipline que j'avais déjà effectuée auparavant. Moi je m'inspirais des mailing lists que je regardais et auxquels j'étais abonné et qui n'avaient rien à voir avec ce qu'on doit faire en cold mailing, etc. Donc du coup c'était pas forcément une bonne idée. Maintenant je dis pas que ça peut pas marcher le cold mailing, je dis juste que c'est super dur et que moi je me suis pris un mur et que ça m'a obligé un peu à abandonner cette méthode. Mais bon, il y a quand même eu un nouvel espoir puisque j'ai découvert ce qu'on appelle le SMMA, donc c'est des gens qui font des agences et qui téléphonent à des gens et qui délèguent la prestation, etc. L'idée c'est de faire de la prospection au téléphone, donc de trouver des entreprises sur Google Maps ou sur une base de données comme je l'avais fait et du coup de les appeler une par une, d'essayer d'obtenir le dirigeant en le contactant, donc en disant bonjour, est-ce que je pourrais parler à monsieur machin. Évidemment pour trouver le nom du dirigeant c'est facile, sur société.com ou sur Papers, on le trouve tout de suite. Et donc je me dis que ce serait un modèle qui serait vraiment génial pour moi parce que j'aurais 100% de marge étant donné que c'est un logiciel que j'ai très peu de frais de fonctionnement et aussi que mes prospects ils sont vraiment faciles à trouver. Si je tape par exemple entreprise de panneaux solaires ou entreprise de pompe à chaleur, j'en trouve plein sur internet. Donc du coup je sélectionne minutieusement 20 entreprises, notamment aussi avec l'aide d'un site qui s'appelle HelloWatt qui regroupe un peu tous les meilleurs installateurs et ça me permettait d'avoir déjà un filtre qui avait été fait par eux et moi derrière je sélectionnais celles que je pensais qui pouvaient être intéressées le plus. Et donc j'avais 20 prospects très très qualifiés que je me suis mis à appeler un par un. Tantôt on me répondait qu'ils avaient déjà un logiciel, on me répondait aussi parfois qu'ils ne géraient pas de stock, ça d'ailleurs c'était très courant parce qu'en fait la plupart des entreprises dans ce domaine-là, des petites en tout cas, font livrer directement chez leurs clients et d'autres me disaient qu'ils n'en avaient juste pas besoin de ce type de solution, qui se débrouillait très bien et donc ils n'avaient pas besoin de moi. C'était pas vraiment encourageant et au fil des appels je me décourageais un petit peu, donc j'étais peut-être moins bon au téléphone, déjà que je suis pas bon à la base, je suis pas du tout commercial et je sais pas vendre. Je me présentais peut-être un petit peu comme une étude de marché, je sais plus exactement, mais ça, en tout cas ce qui était sûr c'est que ça marchait pas et que ça n'intéressait personne. Alors même que j'avais même pas annoncé de prix, donc si ça avait été un truc même pas cher du tout, ça n'aurait quand même pas intéressé de monde. Donc du coup, deuxième méthode de prospection, ça intéresse toujours personne. Évidemment, c'est pas un logiciel qui convient du coup aux grosses boîtes qui ont besoin d'une solution complexe, c'est une solution qui est vraiment hyper basique, qui pourrait être remplacée par un cahier ou par un tableur sur Excel potentiellement. Donc du coup, c'est sûr que forcément, c'est un petit peu compliqué. La vérité, c'est que j'aurais dû potentiellement faire une analyse de marché et une vraie étude de marché avant de tout préparer, de lancer mon SaaS et de tout faire à fond les ballons comme j'ai voulu le faire. J'aurais quand même dû peut-être tester l'idée un peu plus et me rendre compte qu'en fait ça intéressait pas beaucoup de monde. Après, on peut aussi se dire que bon, j'ai appelé 20 entreprises, en fait c'est que dalle, j'aurais dû en appeler beaucoup plus et j'aurais peut-être eu des résultats. Pareil au niveau des mails, j'ai envoyé 3000 mails, j'aurais dû en envoyer 30 000 et peut-être que j'aurais eu des résultats. Mais voilà, je pense que j'ai fait des petits
essais, je sais pas ce que vous en pensez et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. J'étais un petit peu déçu et voilà, je maintiens que j'aurais peut-être dû faire une étude de marché. J'ai eu quand même un nouvel espoir grâce au SEO, parce qu'en fait j'avais optimisé tout le site en SEO et j'avais fait 2-3 articles qui étaient plutôt mauvais après coup, mais qui fonctionnaient apparemment. Et du coup j'ai fini par avoir, avec un peu de temps, 2 inscriptions à l'essai gratuit, trop bien. Ça, faut se dire que ça s'est passé bien après. J'avais quasiment oublié que je m'étais mis sur ce projet à fond et j'étais passé carrément à autre chose. Mais je me suis dit, waouh, nouvel espoir, ça peut peut-être quand même marcher, c'est trop cool. Finalement, je les ai appelés du coup et c'était encore un échec. Soit ils n'avaient pas besoin vraiment exactement de ça, soit ils étaient juste curieux. En tout cas, ce qui était sûr, c'est que personne n'était prêt à payer. Donc voilà, c'était une super aventure. J'ai beaucoup appris, notamment que les entreprises aiment beaucoup le sur-mesure, le personnalisé, l'accompagnement et que c'est ce qui fait que c'est super dur de lancer, je pense, un SaaS en B2B. En plus de ça, il faut une vraie validation d'idées. Et une vraie validation d'idées, c'est quoi? C'est quand les gens, ils donnent leur argent, c'est-à-dire 3 personnes qui sortent leur carte. Cette validation d'idées, elle peut se faire avant même que le produit il existe. Et j'ai lu ça notamment dans le livre $1 Million Weekend. Donc le but, c'est pas de faire $1 million en un week-end, hein, évidemment. C'est juste de trouver une idée en un week-end et de la tester pour savoir si elle peut marcher et devenir une entreprise à $1 million. En tout cas, si ça vous intéresse, je pense que ça peut vraiment coller à l'idée du SaaS. Bon, du coup, comme promis, on va tester la petite application que j'avais fait. Du coup, c'est une application mobile, mais j'ai que l'iPad puisque c'est mon téléphone qui me filme actuellement. Et pour faire le test, du coup, j'ai devant moi du sel et du poivre. Et donc, évidemment, il y a des codes barres, donc notamment là, il y est ici. Donc voilà, interface toute simple. Donc, soit on entre une référence manuellement, donc on peut taper la référence comme ça, soit on scanne un produit. Et donc là, c'est ce que je vais faire. Donc là, j'autorise ma caméra. Donc j'enlève la coque de devant l'appareil. Là, je mets le code barre devant et on voit que ici, le nombre a été reconnu. Je peux dire que c'est du poivre et très fort, par exemple, dans la description. Je dis que, par exemple, j'en ai 3 en stock et c'est la catégorie 1 parce que de toute façon, j'en ai qu'une seule. Si je fais valider et que je regarde dans gestion, j'ai effectivement dans toutes les catégories, ou même si je regarde que dans la catégorie 1, j'ai mon poivre qui est juste ici. Et donc, ça me permet de voir la quantité que j'ai dans mon stock en temps réel. Je peux faire une recherche et j'ai également des paramètres. Je vais vous montrer ça tout de suite. Ce qui est intéressant, c'est que si, par exemple, je refais un scan produit et que je remets mon poivre devant, évidemment mon poivre a été reconnu et donc j'en ai 3 en stock, donc là je peux en retirer 3 au maximum. Donc si je retire les 3 et que je fais valider, si je regarde ici, j'ai effectivement 0 poivre et donc voilà, maintenant je peux plus que faire un dépôt puisque je peux pas faire un retrait, forcément je n'ai plus de poivre en stock. Si je me mets par exemple à 5, je peux en redéposer 5 et donc là j'en ai de nouveau 5 dans mon stock. Ce qui est intéressant, c'est les différentes fonctionnalités supplémentaires, par exemple les paramètres. Ici je peux créer des catégories, je peux mettre aliments par exemple et valider et donc là j'ai une nouvelle catégorie aliments qui a été créée. J'ai aussi un historique des transactions, donc j'enregistre tout ce qui s'est passé. Donc là par exemple j'ai retiré 3 poivres et j'en ai ajouté 5 et ensuite je peux voir aussi, je peux mettre des alertes. Donc les alertes, là c'est pour les gérer, mais si je veux ajouter une alerte, je vais sur mon produit et je clique sur la petite cloche ici et je veux que par exemple, quand il en reste plus que 5, je reçoive un mail. Donc du coup, je suis alerté par mail dès qu'il reste plus que 5 poivres. Et si je vais ici dans les alertes, je peux juste changer mon seuil, la modifier ou bien la supprimer, tout simplement. Donc c'est vraiment une appli qui est extrêmement simple. Pour vous montrer avec le sel et pour vous montrer la deuxième catégorie que j'ai créée, je vais recréer avec transaction, scan produit. Je vais scanner mon pot de sel, donc ça c'est du sel et par exemple depuis 1902 c'est marqué et je vais dire que j'en ai 38. Catégorie c'est un aliment, je valide et là si je regarde j'ai 38 sels, c'est dans la catégorie aliment. Donc si par exemple je mets la catégorie aliment, bah forcément je me retrouve que avec ça et donc voilà, je peux faire un dépôt, un retrait, je peux le supprimer. Alors là il me dit que pour supprimer il faut appuyer longtemps, donc si j'appuie longtemps, hop, ça me supprime mon sel et donc voilà, vous avez fait le petit tour de mon application de gestion de stock. Vous l'aurez compris, on est vraiment sur un truc basique qui peut quand même servir à certaines personnes, j'imagine, mais qui a pas vraiment une utilité énorme et qui n'a toujours pas apparemment trouvé son marché. Mais du coup, je retiens principalement 2 choses de cette expérience quand même. 1, je kiffe le code et bosser sur ce genre de projet, je trouve ça vraiment trop cool. Et 2, créer un produit qui marche, c'est vraiment pas facile. Donc pensez à tester plein d'idées avant de vous lancer tête baissée dans un truc qui ne marchera certainement pas. J'espère en tout cas que ce contenu vous a plu et vous avoir un peu donné envie de coder. Si c'est le cas, je vous invite à regarder les autres vidéos de la chaîne, elles sont là pour ça. Et moi je vous dis à la prochaine.